Merci de nous retrouver et bonsoir Dominique de Villepin. Merci d'être avec nous. Bonsoir. Ancien Premier ministre, ancien ministre des Affaires étrangères. Je le disais, votre parole est attendue. Première question toute simple. Michel Barnier a été nommé à Matignon. Est-ce que vous lui avez envoyé un mot d'encouragement ? Alors, je ne l'ai pas fait pour une raison particulière, c'est que je ne le fais plus jamais, pour personne. Pourquoi ? Parce que, d'abord, je suis quelqu'un de solidement indépendant. Dans ces moments-là, on dit des choses qu'on ne pense pas, et je tiens à garder une parole libre. Mais ceci dit, j'en profite parce que ça a beaucoup plus de portée que ce que je pourrais dire sur un petit mot souvent hypocrite. Je pense que c'est un homme de qualité. Et je n'inclus là-dedans aucun élément personnel. C'est un homme de qualité, c'est un homme de compétence, il a une expérience locale et une expérience nationale, et il a aussi l'expérience de la négociation. Alors, il y a quelque chose qui me frappe. Pardon de vous interrompre. Vous-même, à Matignon, en 2005, alors qu'il était ministre des Affaires étrangères, partie importante du gouvernement, il n'a plus été ministre. Il n'a plus été ministre, absolument. Mais je l'avais solidement encouragé quand il a voulu devenir commissaire européen précédemment et ministre des Affaires étrangères. Donc, vous voyez, il n'y a aucun élément personnel dans tout cela. Il y a des équilibres politiques, il y a un président de la République, Jacques Chirac, donc il y a beaucoup d'autres éléments. Mais ce qui me paraît important, c'est qu'il dessine aujourd'hui, et ce qui montre qu'il n'est pas sans habileté, il dessine aujourd'hui en creux une sorte de portrait chinois qui est exactement le double inversé du président de la République. Et ça, c'est assez habile. Un homme qui écoute, un homme qui dialogue, un homme qui sait faire des compromis, un homme qui a du respect pour chacun des citoyens. Donc, il apporte un équilibre, ce qui a toujours été mon souhait, apporter un équilibre à nos institutions. Si Matignon est dirigé par un collaborateur du président de la République, il n'enrichit pas la vie politique. Il est, en quelque sorte, la voix que rapporterait un écho. Il faut exister par soi-même. Et je pense que Michel Barnier va avoir à cœur d'exister par lui-même. Alors, il arrive dans des circonstances difficiles. Et si vous le permettez, il y a, à mon sens, 3 qualificatifs qui peuvent caractériser aujourd'hui la situation que nous vivons. Et je dis ça parce que il faut en permanence avoir ce paysage dans la tête. Premièrement, nous sommes dans une situation bloquée. Les Français l'ont compris, ils ont voté aux législatives pour 3 grands blocs qui n'ont pas de souhait particulier pour travailler ensemble. Donc, une situation qui ne permet pas d'avoir une majorité absolue. Durablement, vous voulez dire ? Durablement. Deuxièmement, nous sommes devant une situation politique qui est faussée. Et ça, c'est très important. Parce que ça va jouer un rôle dans la suite de l'histoire. Pourquoi faussée ? Parce que le président de la République avait un choix à faire. Soit il fait selon les règles, la tradition, avec la méthode qui est la plus facile et la plus habituelle, il choisit la force qui est arrivée en tête. Et en l'occurrence, la force qui est arrivée en tête, c'était le nouveau Front républicain, le nouveau Front populaire, qui s'est choisi comme chef Lucie Castet. Bon. Il a considéré que ce n'était pas le choix à faire. Donc il n'a pas pris acte, alors que ça aurait été manifestement la solution la plus simple, la plus comprise par les Français. Il a choisi de négocier lui-même. Il a choisi de s'engager de façon à lui-même déterminer, plus ou moins directement en liaison avec les groupes parlementaires, ce qui était susceptible d'être le meilleur scénario pour durer. Il a eu tort ? Alors, je pense qu'il a eu tort. D'abord parce qu'il y a une prise de risque inutile. Deuxièmement, je pense qu'on a toujours intérêt dans la vie à faire les choses dans l'ordre. Vous imaginez la frustration des gens de gauche au sortir des élections. Donc, il a choisi lui-même d'aller jusqu'au bout. Le résultat, c'est qu'il a fait des choix par élimination. Il a éliminé M. Cazeneuve, il a éliminé M. Bertrand. On comprend qu'il a éliminé le nouveau Front populaire parce qu'il estimait que le risque était trop fort. Qu'il n'y aurait pas de majorité. Il élimine de la même façon M. Cazeneuve, en mettant en avant l'idée d'un risque d'instabilité, et là encore qu'il n'y ait pas de majorité. La vraie question qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'il élimine parce qu'il a peur qu'il ne parvienne pas à former un gouvernement, ou parce qu'il a peur qu'il réussisse ?
c'est-à-dire mettre en place une politique qui aurait détricoté la sienne. Quelle est votre réponse ? Je pense que le président de la République a des lignes rouges et que, politiquement, il ne prend pas acte du résultat des législatives et qu'il continue à se battre sur son bilan avec le souhait de la continuité. Vous parlez de la réforme des retraites, par exemple. Oui, et de tout le reste. Et c'est ça qui va être intéressant avec Michel Barnier. Vous voyez, Michel Barnier, il a été déjeuner aujourd'hui avec le président de la République. Rien n'y oblige. Il n'a pas de gouvernement. Rien n'oblige aujourd'hui à aller déjeuner avec le président. Pour parler de quoi ? Et là, je pense qu'il faut une transparence vis-à-vis des Français. Est-ce que c'est vraiment nécessaire à ce stade ? Il a d'autres choses à faire, Michel Barnier, pour le moment. Et donc, il est très important que le réglage entre l'Élysée et Matignon se clarifie. Mais je termine sur la situation qui est aujourd'hui faussée par ces choix faits par le président de la République. Le résultat, c'est que Michel Barnier est appelé et que nous sommes aujourd'hui dans une situation inouïe sur le plan de la démocratie. Pourquoi ? Voilà Michel Barnier, issu d'un parti, les Républicains, qui a fait 5,4% au premier tour des législatives, qui a 47 députés, qui est soutenu, avec des conditions, par le parti présidentiel. Parti présidentiel qui a été rejeté et battu par les Français. Et il est soutenu, là encore avec beaucoup de bémols et sous surveillance, du Rassemblement national, qui a été rejeté par les 2/3 des Français au second tour des législatives, même si cela a été la première force au premier tour. Donc vous voyez que nous sommes dans une situation qui est quand même un peu curieuse. On pourrait vous objecter que LR plus le bloc central, ça représente le groupe le plus important. Plus important que le RN, plus important que les nouveaux fronts populaires. Oui, mais vous additionnez des torchons et des serviettes. Il n'est pas du tout évident, et j'ai écouté un certain nombre de fois M. Wauquiez, je connais les 15 points qu'il a mis en avant pour un programme de gouvernement. Je n'y retrouve pas les lignes défendues par le parti présidentiel. Donc, vous êtes dans une situation qui constitue un point de départ difficile pour Michel Barnier. Il a des atouts personnels, mais il a 2 défis. Renforcer sa crédibilité et sa légitimité, alors qu'il a été nommé par le président et qu'il n'a pas de majorité au Parlement. Le président, lui, il reste élu par l'ensemble du peuple. Et donc il doit affirmer une autorité et une légitimité, et il ne peut le faire qu'en étant un homme d'indépendance, de compétence, et ça va se jouer dès la formation du gouvernement. C'est pour ça que cette étape, elle est essentielle. Si vous avez dans ce gouvernement 2, 3, 4, 5 membres de l'ancien gouvernement, le risque, c'est d'avoir un gouvernement qui sera placé sous le sceau de la connivence. C'est pas un atout pour un Premier ministre qui arrive dans ces circonstances et qui doit être totalement indépendant. Donc si vous aviez un conseil à lui donner là-dessus... Prends des nouveaux ministres, essaye d'être le plus large possible. Si j'ai un conseil à donner, qui n'engage que moi, il y a une exigence de clarification. La première exigence de clarification, elle concerne effectivement la présidence de la République. On voit que la présidence de la République est en train de rechercher la bonne sémantique pour qualifier le jeu avec Matignon. On parle de coexistence exigeante. La suspicion sera toujours très forte. Moi, je crois qu'il faut une cohabitation, quel que soit, une fois de plus, le choix du Premier ministre, en l'occurrence Michel Barnier, il faut une cohabitation ferme. Pourquoi ? Parce que les Français veulent une alternative politique à la politique qui a été conduite par Emmanuel Macron. Et si d'une façon déguisée, ceux qui ont gouverné reviennent par la fenêtre, je crois qu'alors le malentendu risque d'être extrêmement fort. Ça, c'est une première exigence, qui est l'exigence de clarification vis-à-vis de l'Élysée. Il y a une deuxième clarification qui est essentielle, c'est l'enjeu budgétaire. Et là, le 1er octobre, normalement, avec quelques jours de retard sans doute, va se poser la question de la définition de ce budget. Ce budget, on l'entend bien, il est comme en quelque sorte prédéfini par l'orthodoxie financière. Il y a extrêmement peu de marge de manœuvre et il y a 110 milliards à trouver dans les 3 prochaines années si on veut être dans les clous des règles budgétaires européennes. C'est-à-dire que c'est extrêmement difficile à satisfaire. Ma conviction, c'est que il y a la possibilité de trouver des chemins sur l'ensemble des sujets qui concernent directement Michel Barnier. C'est vrai sur le budget, c'est vrai sur l'immigration, c'est vrai sur la sécurité. À condition, à chaque fois,
d'essayer de marier le sérieux dont il doit faire preuve, il a besoin d'être crédible vis-à-vis des Français, vis-à-vis des marchés, et en même temps de répondre à l'insatisfaction qui s'est exprimée dans le pays, et ça commence par un choc de confiance indispensable en matière de justice. Le point de départ... De justice fiscale, vous voulez dire? Attendez, le point de départ, c'est pas de plier la nuque et de se soumettre aux diktats de grands événements. On l'a vécu, et je l'ai même moi-même vécu en 97, on l'a vécu en 83. À chaque fois, la démocratie est contrée par des règles qui sont très importantes, et une fois de plus, je les respecte. Parce que nous sommes endettés, que nous avons besoin de nos prêteurs. Mais la première règle à respecter, c'est celle de la démocratie. C'est celle de la démocratie et le veut les Français. Les Français veulent plus de justice et ils veulent des réponses à leurs problèmes concrets en termes de pouvoir d'achat, en termes de sécurité, etc. Donc, la première règle pour Michel Barnier, c'est de prendre en compte cette exigence-là. Vous dites justice fiscale, c'est le mot qu'a employé Michel Barnier. Mais moi, je pense aussi justice sociale, et en particulier les services publics. Et vous ne pourrez pas faire mieux dans les services publics dans la mesure où il y a peu d'argent sans des réformes structurelles ambitieuses. Donc, il faut une vision. Et de ce point de vue-là, il aura besoin donc d'une totale indépendance vis-à-vis de l'Élysée pour mener la politique du gouvernement. Donc une fois de plus, si la question c'est, on prend un Premier ministre pour faire un budget, passer un quart d'heure difficile, voire quelques mois en plus jusqu'à la prochaine dissolution, on voit bien alors le chemin contraint, et c'est un chemin qui n'est pas un chemin de rose, c'est un chemin de croix qui est devant Michel Barnier. Moi, je pense que Michel Barnier a la capacité de faire mieux. C'est-à-dire de faire de la politique. Et faire de la politique, c'est s'affirmer par rapport au président de la République pour défendre une stratégie, une vision qui commence par le respect des Français. Et ça, je crois que c'est le mandat, s'il y en a un, qui a été donné par l'élection législative. Ne l'oublions pas, on dit la France est à droite. Non, je pense que la France... La France n'est pas à droite ? La France est en colère, et la France a voté pour le Front républicain. Et donc là, aujourd'hui, elle est prise à contre-pied par les choix qui sont faits, puisqu'elle se retrouve avec un gouvernement dont il apparaît que peu ou prou, il sera sous la dépendance ou sous l'influence et du président de la République et du Rassemblement national. Je pense que Michel Barnier a besoin de se dégager de ce baiser mortel, ou de ces baisers mortels, qui risquent de l'étouffer. Si on en est là aujourd'hui, par rapport au Front républicain, qui effectivement a donné les résultats qu'on sait au second tour, est-ce que ça n'est pas parce que le nouveau Front populaire, d'une certaine manière, a été jusqu'au boutiste, le programme, rien que le programme, un Premier ministre social-démocrate, mais qui n'est pas du NFP, pas question. Alors, Monsieur Pujadas, là, vous faites ce qu'a fait Monsieur Macron. Voilà. C'était le raisonnement d'Emmanuel Macron. Vous faites des suppositions. Qui vous dit que le nouveau Front populaire, arrivant ou pressenti à travers Madame Castex comme chef de gouvernement, ne se serait pas employé à chercher à trouver des soutiens ailleurs sur l'échiquier politique que strictement à gauche? Qui vous le dit? Disons qu'il n'en avait pas manifesté l'intention. Qui vous dit que M. Barnier parviendra à trouver des soutiens à gauche? Il y a des personnalités qui peuvent s'apparenter, qui peuvent apporter une compétence et qui peuvent venir de différents domaines de la vie politique. Il aurait fallu essayer, c'est ce que vous dites. Que le président de la République a eu tort de préjugés. Et il l'a fait pour une raison extrêmement simple. C'est qu'il ne veut pas remettre en cause son bilan, ni même la politique qu'il a menée. Et c'est là, j'allais dire, ce qu'il faut scruter jour après jour. Est-ce que M. Macron va faire de la politique ou simplement s'asseoir sur les dossiers de façon à ce que rien ne bouge et qu'on ne détricote pas son bilan? Est-ce que Michel Barnier aura la capacité d'inventer des marges de manœuvre, de construire des majorités pour affirmer une existence politique, une légitimité politique et une alternative? Et très honnêtement, quand on regarde la façon dont s'est construite la politique depuis 7 ans, en ignorant un certain nombre de réalités de la vie des Français, en ignorant un certain nombre de principes, et je pense en particulier au principe de justice, dans une vision qui était une vision extrêmement technocratique de l'économie. Bien sûr, la politique de l'offre, il faut la faire. On a aujourd'hui, M. Mario Draghi qui a remis un rapport sur la compétitivité. Il est instructif. Il souligne la perte de compétitivité européenne, c'est vrai aussi de la France, et il souligne le fait que nous sommes en train de nous faire écharper par les États-Unis et par la Chine. Donc il y a des grands défis à relever. Mais il faut le faire dans l'ordre, selon des principes, et en faisant de la politique, et c'est-à-dire
pas dans l'entre-soi, pas sur un coin de table avec des chiffres, mais en regardant les Français dans les yeux et en leur expliquant ce qui se passe. Il faut, dans cette période, c'est pour ça que je suis un peu gêné par le déjeuner d'aujourd'hui, il faut de la transparence. Bon, moi, je veux savoir ce qui se passe, ce qui se dit, je veux comprendre et je veux, dans la situation extrêmement grave de notre pays, que nous soyons capables d'un exercice démocratique. Et je vais vous dire, Monsieur Pujadas, c'est la chance de Michel Barnier de donner une leçon d'exemplarité, de démocratie. À partir de là, il aura la légitimité pour avancer. Mais Dominique de Villepin, sur le fond, et vous avez raison quand vous dites que le camp et que Emmanuel Macron lui-même craignait que Lucie Castet ou un représentant du NFP nommé à Matignon puisse, en quelques jours, et avant même que le Parlement se prononce, puisqu'il n'est pas en session, remettre en cause la réforme des retraites, passer le SMIC à 1 600 €. Est-ce que là-dessus, vous considérez ces deux sujets, par exemple, comme étant les règles intangibles du macronisme et simplement ses intérêts parce que son bilan, ou l'homme de gouvernement que vous êtes dit ça aurait été grave si ça s'était produit? Non, mais M. Pujadas, moi, j'ai un petit peu de mémoire. Sous la 4ème République, on pressentait un Premier ministre. Il faisait un tour de piste, non pas à l'Élysée, mais au Parlement. Il prenait des contacts avec les groupes parlementaires. Et puis il revenait voir le président, avec ou pas, le président du Conseil, avec ou pas une majorité. Là, avant même de pouvoir gouverner et de prendre des décisions, vous voulez dire. Et donc il n'y aurait pas eu de décret, il n'y aurait eu rien du tout. Mais il y aurait eu à un moment donné un exercice qui aurait été fait, qui aurait permis de crédibiliser une décision assise, rationnelle et démocratique. Là, on n'a pas été au bout. En gros, on donne à Michel Barnier, et là il n'est pas un Premier ministre pressenti, il est nommé, mais on donne à Michel Barnier une chance qui n'a pas été donnée aux autres. Et je comprends bien pourquoi dans l'esprit d'Emmanuel Macron. Mais selon la règle de fonctionnement des institutions, en prenant en compte la stabilité institutionnelle, on aurait pu pressentir Mme Castet, M. Cazeneuve ou tout autre, en leur disant voilà... travaillez. Travaillez et dites-moi si vous êtes capable de former un gouvernement. Donc je crois que tous les arguments qui sont aujourd'hui mis en avant relèvent largement de la mauvaise foi ou du refus de dire les choses en face. Il y a trop de non-dits dans la politique française, trop d'affaires de spécialistes. Les choses sont beaucoup plus simples et doivent être beaucoup plus simples parce que la démocratie, c'est que chacun comprenne ce qui se passe. On dit aujourd'hui ce gouvernement est de fait dans la main du Rassemblement national. Parce que demain, si le RN vote la censure, comme le NFP est prêt à voter la censure, il y aura une majorité des contraires pour voter la censure. Est-ce que cette situation vous alarme, cette idée que le gouvernement est de fait dans la main du RN? Alors, ou c'est l'arithmétique électorale, c'est cette assemblée, c'est celle qu'ont voulu les Français. Il y a une situation électorale. Le gouvernement ne peut pas tomber à la seule demande du Rassemblement national. Il faut que le Rassemblement national s'allie avec d'autres, sans quoi vous n'avez pas la majorité. Aujourd'hui, le scepticisme qui peut exister vis-à-vis d'un gouvernement, comme de tout gouvernement, il vient de partout. Il y a une position très ferme de la gauche, mais je vois le bloc central, il n'y a pas d'enthousiasme pour quiconque. Non, mais on les voit mal voter la censure dans l'immédiat. Comme vous dites. Et ça, c'est ça qui est important, M. Pujadas. On les voit mal. À la fin des fins, on a bien compris que le jeu qui est en train de s'opérer devant nous, il a pour but les présidentielles. Et donc, chacun des mouvements politiques, il est comptable de ce que vont penser les Français. C'est les Français, pour une fois, qui sont les juges et les arbitres. C'est eux qui vont dire « Ah, le nouveau Front populaire, là, il n'aurait pas dû ne pas donner sa chance sur telle mesure, parce que moi, j'aurais été content que sur les retraites, eh bien, il y ait un certain nombre de changements qui soient effectués. » Et c'est là où Michel Barnier doit, de façon non technocratique sur tous ces sujets, à commencer par les retraites, trouver le bon point d'équilibre. Est-ce que le bon point d'équilibre, c'est simplement d'ouvrir 2-3 négociations marginales qui, certes, apporteront quelque chose ? Ou est-ce que c'est peut-être d'ouvrir la voie à une négociation beaucoup plus importante sur les retraites, mais tout en posant comme condition qu'on ne suspend rien tant qu'on n'a pas un projet totalement pertinent qui est voté et qui se substitue à l'autre. On peut poser un certain nombre de règles. Ça, les Français le comprendraient. Qu'on ne veuille pas prendre le risque d'ouvrir le vide et de se placer dans une situation où alors les marchés feraient le procès de la France dans cet intervalle. Donc je crois qu'il y a des solutions.
Oui, c'est ça. Mais ce que je retiens, à condition d'avoir de l'imagination. Et c'est ça qui fait le plus défaut à la politique française. C'est qu'on s'enferme dans des idéologies, dans des visions toutes faites, et qu'on ne voit pas qu'il y a des marges de manœuvre. Il y a beaucoup plus de marges de manœuvre que l'on ne croit, y compris en matière budgétaire, y compris en matière financière. C'est presque un programme de gouvernement que vous proposez, que vous mettez sur la table, et on se demande si quelque chose en vous ne vous démange pas pour aller l'appliquer. C'est tout sauf un programme de gouvernement, c'est l'expérience. Je sais que malheureusement la politique française aujourd'hui dans tous les domaines, la sécurité, l'immigration, les questions financières, se résument à prendre des mesures, à prendre des lois. La politique, c'est pas ça. La politique, c'est pas de prendre des mesures, c'est pas uniquement de prendre des lois, c'est de trouver la façon de réconcilier ce qui peut paraître parfois difficilement conciliable. Et en l'occurrence, en matière budgétaire, il nous faut réconcilier le sérieux avec la nécessité de reconnaître les problèmes des Français et d'y répondre. Donc ça veut dire être capable d'augmenter les impôts au bon endroit. Alors est-ce que ce sont les énergéticiens, le rachat d'actions? Est-ce que c'est les impôts sur la grande fortune? Ça, c'est le choix de Michel Barnier. Mais il y a toute une panoplie et il ne faut pas se contenter de la panoplie que lui présentera Bercy. Le drame, pour Michel Barnier, c'est soit d'être un gouvernement sous l'influence de l'Élysée, soit sous l'influence du Rassemblement national, soit sous l'influence des partis. Mais il y a un quatrième risque, c'est d'être sous l'influence de l'administration. La politique, il faut qu'il aille la chercher au fond de ses tripes. Et il a 73 ans d'expérience. C'est dire qu'il a plus de recul que tous ceux qui seront autour de la table. Et là, il aura alors la légitimité qui lui sera conférée non par le président de la République, non par le Parlement, mais par les Français. Les Français se diront, voilà un homme courageux, voilà un homme indépendant, voilà un homme d'expérience. Eh bien, nous ne souhaitons pas que cette expérience soit abrégée. Et quand vous aurez le premier sondage qui sortira et qui dira, les Français souhaitent qu'on donne sa chance à Michel Barnier, eh bien, l'échiquier politique, tout à coup, il verra les choses différemment. Et c'est ça qu'il faut souhaiter. Donner une chance à Michel Barnier, que Michel Barnier la saisisse, et que chacun fasse ce qu'il doit faire. Et je trouve qu'il a parfaitement bien résumé les choses, Michel Barnier, que le président préside, que le gouvernement gouverne, et que chacun fasse ce qu'il a à faire, sans oublier qu'il faut le faire au service des Français. À bien vous écouter, on aurait pu s'attendre à ce que, compte tenu de cette arithmétique de l'Assemblée, vous soyez pessimiste. Vous êtes plutôt optimiste en disant la politique a des pouvoirs sur l'arithmétique. Mais oui, ils peuvent modifier les équilibres. L'arithmétique, c'est pas la politique. Et il faut faire en sorte que cela continue comme ça. Si vous étiez appelé, vous iriez l'aider ? Ah non, ma position elle est extrêmement claire. Je suis ravi d'apporter quelques idées modestes, mais il est en charge, c'est à lui d'assumer la responsabilité. Merci beaucoup, Dominique de Villepin. Merci d'avoir été notre invité.